Bonjour, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un nouveau chapitre, ce sera le dernier de l'année, la problématique politique, sens et possibilités de la vie politique. Alors, euh, l'objet de ce chapitre, c'est de réfléchir donc à la possibilité, au fondement de la vie politique. La vie par politique, je n'entends pas ici la conquête du pouvoir. Il est vrai que en temps normal, quand on parle de vie politique, on entend presque exclusivement les disputes, les batailles menées pour parvenir à mettre la main sur le sceptre, enfin disons pour parvenir à accéder au pouvoir, ou au moins à une participation au pouvoir. Ce n'est pas dans ce sens-là que je prends politique, c'est-à-dire que c'est l'acception courante, mais l'acception philosophique de ce terme, ce n'est pas la lutte pour le pouvoir, c'est bien différent, c'est tout simplement la vie en communauté, la vie au sein d'une polis, en grec, polis, c'est-à-dire cité. Cité, P-O-L-I-S. Bon, alors, du coup, la problématique politique que nous allons aborder à partir d'aujourd'hui, enfin dans cette vidéo, à partir de cette vidéo, c'est de questionner d'abord la possibilité de la vie en commun, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les hommes sont capables de vivre en commun et quel est le fondement de la vie collective, c'est-à-dire quel est le fondement de l'autorité qui fait que, au nom du respect de la vie collective, je devrais me plier à un certain nombre d'obligations. Bon. Je pourrais ajouter également que sous-jacente à cette problématique de la vie en commun se pose la question de la liberté. Est-ce que le fait de contracter des obligations ou de me voir même imposer des obligations anéantit ma liberté, ou alors dans quelle mesure ma liberté peut être en partie sauvegardée par les obligations communes, voire renforcée par les obligations communes, car c'est la thèse que nous allons soutenir, thèse paradoxale, j'en conviens, à savoir que la liberté individuelle, la liberté de chacun, est renforcée et non pas anéantie par, et même rendue possible hein, par les obligations qui incombent à chacun. Et enfin, alors oui, je devrais oui, question de la liberté. Enfin, dernier point pour cette introduction, il va être question ici du sens de la vie en commun, hein, possibilité et sens de la vie en commun, c'est-à-dire au fond quelle est la fin que nous poursuivons à travers la vie en commun et il est capital de réfléchir au but, au sens, à la finalité de la vie politique, de la vie collective pour en comprendre les limites et pour en comprendre les obligations. Hein. C'est-à-dire que ici, il va être particulièrement crucial de savoir si le but de la vie politique consiste précisément, comme dans l'expression courante de vie politique, à chercher à atteindre, le pouvoir, enfin du moins à exercer son égoïsme et faire valoir ses prérogatives personnelles à titre individuel. Est-ce que c'est vraiment cela, en fait, le but de la vie collective? C'est-à-dire qu'en fait, nous allons poser la question de l'anthropologie et de la politique libérale, c'est-à-dire est-ce que, au fond, l'homme est animé par un égoïsme naturel, un égoïsme fondamental, auquel cas, le sens de la vie politique serait de permettre aux hommes d'exercer leur égoïsme naturel au sein de la collectivité, en essayant d'éviter que la collectivité n'explose du fait de cette concurrence qui serait, aux yeux de cette philosophie, vitale pour l'être humain. Voilà. Alors, nous allons poser ces questions. Alors, on va essayer de ne pas le faire trop en vrac, même si c'est vrai un très important sujet, un énorme sujet. Bon, j'ai décidé de faire un seul cours et non pas plusieurs pour ce chapitre, même si il est vrai, j'aurais peut-être pu découper un peu plus. Alors, du coup, nous allons commencer par au fondement de la vie politique et nous allons d'emblée parler évidemment du problème de la légitimité. Alors, dans le grand 1, donc, quel est le fondement de la vie collective? Euh, Nous allons réfléchir au fondement de l'autorité et au rapport avec la liberté des citoyens. Alors, je propose comme point d'entrée dans cette question de réfléchir à une opinion, ma foi, qui est assez naturelle. Quand on réfléchit au fondement de la vie collective, bon, quand on n'a pas forcément, enfin, même sans avoir, pardon,
une grande culture politique ou philosophique, on va peut-être assez facilement se dire que l'origine, voire le fondement de la vie collective sont en fait voilà, le droit de la force, c'est-à-dire l'exercice du plus fort. On imaginera facilement que les premières sociétés se sont formées, se sont agrégées autour de personnages puissants, capables d'assurer la protection autour de lui, et par ricochet, les premières sociétés, les premières grandes sociétés se seraient agrégées autour des premières petites sociétés, autour de la plus forte. Donc on imagine comme ça, bon, voilà, c'est pas besoin d'avoir énormément d'imagination pour se figurer les premiers hommes en entrant en contact les uns avec les autres, en fait, pour leur survie. Alors, c'est plus ou moins le scénario que propose Thomas Hobbes, le grand philosophe britannique dont j'ai mis le portrait ici. Hobbes, euh, j'ai pas mis les dates, 1588-1679. 1680, je ne sais plus ces dates précises. Enfin bon, en gros, voilà, sa vie se déploie sur tout le XVIIe siècle. Hein. Et Hobbes a en fait une théorie de l'entrée de l'homme en société et de la constitution des premiers États qui correspond à peu près avec ces idées un peu rapides, un peu intuitives que l'on peut se faire et que je viens de retracer, enfin que je viens de brosser. Alors, l'idée de Hobbes, c'est que pour comprendre le fondement de la vie politique et pour comprendre le fondement de la légitimité, en fait, il faut remonter à l'état pré-politique, ce qu'il appelle l'état de nature, c'est-à-dire l'état dans lequel vivaient les hommes avant l'établissement des premières sociétés et des premières lois. Voilà. L'état de nature est à opposer à l'état civil, c'est-à-dire la vie des hommes après l'établissement des premières sociétés et des premières lois. D'accord? État de nature, état civil. Bon. Alors, d'après Hobbes, c'est donc en faisant cette comparaison, c'est-à-dire en revenant à l'homme, on prend l'homme tel qu'on le connaît et on retire tout ce que la société lui a donné et on obtient du coup la nature humaine, l'homme à l'état brut, l'homme à l'état naturel, hein, avant que la société ne l'ait transformé. Bon. Et c'est en réfléchissant à ce passage que l'on pourra comprendre ce qui fonde la vie collective, hein, la vie en communauté. Et de façon assez naturelle, Hobbes imagine que les premiers hommes vivaient certainement une vie assez exposée, assez dangereuse, exposée à mille périls, car les premiers hommes, en fait, réduits à leur seule force, étaient certainement dans un état de grande vulnérabilité à l'égard de la nature, à l'égard des autres hommes, à l'égard des bêtes, à l'égard bref, à l'égard de tout, du climat, etc. Et en fait, les hommes dans cet état de nature, n'ayant aucune obligation imposée par la loi, devaient avoir en fait un droit illimité sur toute chose, hein, puisque les lois n'existaient pas pour limiter leurs droits. Hein. Par conséquent, en fait, eh bien, dans cet état naturel, il y a une sorte de droit naturel, un droit, je veux dire, qui ne vient pas des lois, qui n'est pas créé par les lois, mais qui vient de la nature même de l'homme, à savoir le droit d'exister, le droit de continuer son existence, et donc le droit sur toutes les choses permettant de prolonger l'existence. Voilà. Et donc à partir de là, les hommes ayant droit sur toute chose, eh bien forcément, il se crée une multitude de conflits, puisque chacun finalement a un droit illimité sur les mêmes choses que les autres, donc inévitablement, les hommes entrent en conflit, commencent à se battre, et l'état naturel, l'état de nature, hein, tel que le décrit Hobbes, c'est un état de guerre permanente, hein, la guerre de tous contre tous, ou la guerre universelle. Voilà. Donc il y a un côté un peu Walking Dead dans cette description de l'état de nature. Alors, ça a l'air d'être une sorte de boutade, mais vous allez voir que si l'imaginaire américain est obsédé en fait par bon, ça peut prendre la forme du survivalisme ou bien des fictions post-apocalyptiques, il y a à cela de solides raisons qui tiennent pardon, à la conception même des États libéraux.
hein, mais je laisse ça pour plus tard. Alors, dans ce scénario, la vie dans l'état de nature est en fait insupportable et intenable. C'est-à-dire qu'il est très rare de voir des gens capables d'atteindre voilà, un nombre d'années comment dire, enviable. D'ailleurs, ce que décrit Hobbes n'est pas entièrement étranger hein, aux découvertes qu'a fait l'archéologie préhistorique. Effectivement, bon, le préhistoire, naturellement, les gens vivaient moins vieux qu'aujourd'hui, bon, d'accord, du fait des périls de l'existence hors de la société, hors d'un état bien fait. Bon, et donc en fait, au bout d'un moment, en fait, c'est les hommes réduits par l'angoisse, par le danger, etc., finissent par comprendre qu'il leur est beaucoup plus avantageux de renoncer à la liberté, au droit illimité qu'ils ont sur toute chose, à cette liberté illimitée, illimitée, disons, en théorie, en pratique. Et donc les hommes vont à un moment donné comprendre qu'il est de leur avantage de renoncer personne ou d'un groupe capable de les protéger. Hein. Et donc à partir de là, les hommes contractent, en entrant en société, pardon, les hommes contractent une obligation infinie en fait, hein, puisque leur vie sans la société, sans les premières lois, sans le groupe, leur vie est quasiment impossible. Enfin disons à assez court terme, la vie est rendue impossible. Et par conséquent, en fait, en se soumettant à l'autorité du groupe, les hommes acceptent, contractent une obligation infinie, contractent une dette infinie, puisqu'ils doivent leur vie à la collectivité ou au chef. Hein. Ils doivent leur vie, qui est la condition de tous les biens. Donc, en fait, ils contractent la plus grande des obligations envers leur sauveur et par conséquent, ils ne peuvent rien objecter à ce à l'autorité qui protège leur existence. Voilà. Alors, autrement dit, on a l'impression dans ce schéma que c'est finalement la force qui va venir fonder le droit, c'est-à-dire soit la force protectrice du plus fort, soit la force conquérante du plus fort, qui dans tous les cas va fonder une obligation auprès des premiers hommes apeurés hein, qui voient leur vie épargnée par le plus fort ou par le groupe le plus fort. Bon, alors, ceci dit, à partir de ce scénario primitif, que j'ai peut-être un peu simplifié, je m'en excuse d'avance, à partir de ce scénario, quand même, on peut émettre certaines réserves à l'égard de la théorie de Hobbes, et je me contenterai ici de faire valoir ce que dit Étienne de la Boétie, déjà eu plusieurs fois l'occasion de réfléchir à son discours de la servitude volontaire, écrit avant. Hein, la date du discours de la servitude volontaire, je ne l'ai plus exactement, mais je crois que c'est 1560. Hein, donc vous voyez, on est au XVIe siècle avant donc avant la vie de Hobbes, mais la Boétie, qui lui est un penseur beaucoup moins favorable aux maîtres, aux despotes et aux tyrans hein, que Hobbes et au pouvoir en général, la Boétie fait observer dès le début du discours de la servitude volontaire que finalement un seul ne peut pas être assez fort pour mater l'ensemble d'une société, l'ensemble d'un groupe, etc. C'est-à-dire que ce qui fait la force d'une société, c'est l'obéissance de tous, mais c'est pas l'obéissance de tous qui est, comment dire, rendue possible par la force. Hein, c'est le contraire en fait, c'est le contraire qui arrive. Hein, c'est la force qui est rendue possible par l'obéissance et non pas le contraire. Autrement dit, pardon, la Boétie développe dans le discours de la servitude volontaire cette idée, voilà, de façon extrêmement convaincante, hein, pour expliquer que finalement, bon,
le pouvoir dans une société, alors plus particulièrement dans une société monarchique, le pouvoir profite essentiellement à un seul, ou disons à un petit nombre, à une minorité d'hommes autour du roi, autour du tyran, autour du despote. Hein, et pour comprendre l'obéissance de tous, hein, on ne peut pas l'expliquer simplement par la force, parce que finalement, un seul, ou bien une petite minorité, seront toujours moins forts que le grand nombre de la société. Hein. Et par conséquent, pour expliquer en fait ce paradoxe du pouvoir monarchique, eh bien, il faut comprendre que ce n'est pas par la force que règnent les rois et les despotes, mais en fait par le consentement du plus grand nombre. Hein. Et pour cela, eh bien, il existe une multitude de stratégies pour acheter le consentement ou pour tromper la confiance des hommes en leur faisant croire une multitude de choses pour les faire obéir. Par exemple, que le pouvoir euh, qui s'impose à eux s'exerce pour leur bien, ou bien que le pouvoir qui s'impose à eux repose sur une origine divine et sacrée. Enfin bref, il peut y avoir une multitude de stratégies. Et déjà au XVIe siècle, la Boétie pose très clairement le rôle du divertissement. Je le cite parce qu'on reviendra là-dessus dans le Grand 3. Hein. Déjà au XVIe siècle, la Boétie est parfaitement conscient que le divertissement, le fait de divertir les sujets, constitue une ruse, un moyen, une ficelle extrêmement efficace pour maintenir la docilité du peuple. Hein. On pourrait s'imaginer que ça a été écrit par, je sais pas moi, le spécialiste des programmes football de TF1. Non, non, pas du tout. C'est l'analyse que déjà, en 1560 à peu près, formule la Boétie. Bon. Alors, je, oui, je m'arrête ici pour cette partie. On va continuer dans la vidéo suivante, le Grand 1, et enfin terminer le Grand 1, et on parlera de Rousseau.